Donner un rein, c'est un geste rare, puissant, qui change une vie à jamais. Mais lorsqu'il s'agit de sa sœur, et plus encore de sa sœur jumelle, on entre dans une dimension intime et unique. Bienvenue dans la deuxième partie de l'histoire de Catherine et Colette. Si vous n'avez pas encore écouté la première partie, je vous invite vraiment à commencer par là. Vous découvrirez le parcours de Colette face à la maladie, les débuts de la dialyse et le rôle essentiel de sa sœur jumelle à ses côtés. Aujourd'hui, nous allons entrer dans une étape encore plus marquante, le don de rein de Catherine à Colette. Nous allons parler de ce que cela représente pour la donneuse comme pour la receveuse, de l'impact humain, médical et psychologique de ce geste. Puis, nous verrons comment de cette épreuve est née l'idée d'un livre, Deux reines pour un rein, et quel regard elle porte, avec le recul, sur notre système de santé. On retrouve Catherine et Colette pour la suite de leur parcours. C'est parti. Et au fur et à mesure, il y a ce projet de greffe de rein qui commence à revenir sérieusement sur la table. Ce qui est marquant, c'est que vous en parlez jamais véritablement. Il n'y a pas eu une discussion entre vous où Catherine vous dit « Tiens, je vais te donner mon rein ». On dirait que c'est implicite, ça a toujours été évident. C'est petite parenthèse, c'est comme pour la moelle. Dès le début, je me suis dit, je suis en capacité de donner un organe. Le rein, j'en ai 2, ça se fait, donc je peux donner un rein. Mais c'est une petite voix qui n'a pas été entendue au départ par les médecins qui étaient plus occupés à soigner le myélome, les dialyses, faire les traitements, à essayer d'organiser tout ça. C'est un peu compliqué, j'imagine. Mais on avait commencé à faire des tests de compatibilité, justement avec le professeur Rondeau. Et donc, il y avait cette espèce de finalité du projet, en fait, qui nous a vraiment tenu pendant tout le temps. On se disait, enfin moi en tout cas je me disais, après la greffe de rein, plus de dialyse, le myélome sera tranquille, donc on va pouvoir reprendre une activité normale, tout ira bien. Et donc je serai moi déchargée de mon rôle d'accompagnante, qui est un rôle que j'ai endossé extrêmement spontanément, mais qui n'est pas facile, faut bien reconnaître. Qui a envie, d'être malade, ou 2, d'accompagner une personne qui est malade? Personne. Donc, on n'a qu'une envie, c'est que tout ça s'arrête. Donc, quand on a commencé à vraiment parler de la greffe de rein, ça a été pour moi une émotion quand j'en parle, je le ressens encore. Ça a été des années d'attente. Oui, mais c'était le Graal. Et quand on nous a dit que ça allait être possible, pour moi, ça a été... ça m'a cassé les jambes, je suis tombée par terre. Je me suis dit, ça y est, on y est, quoi. Donc, ça a été quelque chose de très, très, très fort. En fait, on n'en a jamais parlé ensemble, toutes les deux. Non, les fois où on en parlait, c'était avec le professeur Rondeau ou avec le professeur Mallard. C'était induit. Voilà, c'est ça. Mais donc ça fait partie des choses qu'on ne se dit pas, parce qu'on le sait. Voilà, exactement. On n'a pas dit mieux. Mais à aucun moment vous avez peur? Jamais. La seule fois où j'ai commencé à avoir peur, c'est quand j'ai passé les examens médicaux pour savoir si j'étais bonne pour le service. Et là, je me suis dit, pourvu que je réussisse tous ces examens. Parce que si je suis pas bonne pour le service, ça écroule tout, quoi. Mais sinon, je n'ai jamais j'ai eu la moindre interrogation, la moindre peur, jamais. Et moi, la seule peur que j'avais, c'est qu'on me dise, vous savez, on va pas y arriver avec votre myélome, ça va pas être possible, donc bon, c'est dommage pour vous, c'est désolant, mais il vaut mieux qu'on en reste là. Et ça a été ma hantise jusqu'à la dernière seconde, quoi. Vraiment. Mais vous avez jamais eu peur d'accepter pour votre sœur? Non. Vous n'avez pas eu peur pour elle? Mais non. Alors,
Alors, si, bien sûr, non, j'ai pas eu peur. Je me suis posé beaucoup de questions. Je me suis posé des questions par rapport à tes enfants, en me disant si jamais il y en a un qui a besoin d'un rein. Ils sont en bonne santé, ça. Ouais, ils sont en bonne santé. Et puis, enfin, par rapport à tout ce qu'elle a vécu, par rapport au fait que le don d'un organe, c'est pas comme si je te filais mon Choco-BN pour le goûter, tu vois. C'est un truc qui a des conséquences sur ma vie qui sont tellement importantes. Enfin, donc c'est vraiment un questionnement que j'ai eu pendant très très longtemps. Enfin, tout le temps d'ailleurs, jusqu'au bout, quoi. Mais peur, non, je crois pas. J'ai eu peur pour moi. On me dise que c'est pas possible, mais bon, pas pour toi, pas pour elle. Non, pas peur. Et est-ce que vous avez senti une différence de perception entre le don de moelle et le don de rein? C'est pas pareil. Non. Le don de moelle, de toute façon, pour moi, que ce soit la moelle de ma concierge de moi ou de ma sœur jumelle, de toute façon, c'est un cauchemar. Alors après, une fois que j'ai passé les 6-8 mois et que j'ai recommencé à me ressembler à ma sœur, j'ai évidemment apprécié à sa juste valeur cette moelle qui m'a sauvée, quoi. Je veux dire. Mais c'était pas pour moi, c'était pas agressif. J'ai pas été agressée physiquement en donnant ma moelle. Ouais. Je me suis pas sentie impactée. C'était un peu le sens de ma question, c'était plus philosophique. Est-ce que pour vous, votre perception était différente? Parce que la moelle, c'est liquide, c'est des cellules, alors que le rein, c'est de l'organe. Il n'y a pas eu une réticence, ou en tout cas, il y a une petite musique dans la tête de dire, bon, l'organe, c'est quand même un peu plus agressif, il y a plus de risques pour elle? Non, je crois pas, non. J'ai l'impression qu'on était... on a, pendant toute cette période, avec des hauts et des bas, pas facile, on avait quand même un enthousiasme commun chevillé au corps, ce qui fait que on savait que de toutes les façons, les barrages, les obstacles, on allait les sauter. Oh, donne ta moelle, tu donnes ta moelle, ok, je la prends, c'est bon. Tu vas donner ton rein, on va y arriver, c'est bon. En fait, c'est surtout le double don qui m'a fait quand même penser à un acte non seulement physique et médical, mais un peu aussi philosophique, quoi. Parce que les cellules souches, c'est les cellules de naissance, et même si on a les mêmes, il y avait les siennes et les miennes, donc ça a été quelque chose aussi de... Oui, il y a eu un petit côté un peu philosophique. Et puis son rein, quand il est arrivé chez moi, il a baigné dans les cellules souches de cachou. Donc, j'ai dit, il s'est retrouvé chez lui comme un... Et oui, il y a un côté... Bon, c'est vrai que c'est un côté un peu exceptionnel, c'est particulier. Pour vous, la greffe, elle est exceptionnelle. Pour les médecins aussi, elle est exceptionnelle parce que dans ce qu'on appelle dans la littérature scientifique, il y a très peu de cas comme vous, de dons d'organes, de jumelles monozygotes. Je crois que c'était vraiment une aventure pour eux parce qu'il a fallu que ils communiquent entre eux déjà. Alors, il y avait la Salpêtrière, il y avait Tenon, il y avait Saint-Antoine, et on aurait vraiment voulu être des petites souris pour assister aux réunions où tout le monde débattait de notre cas. Et je pense que ça devait être aussi assez exaltant pour eux de se retrouver dans cette configuration un peu inédite et avec la pression qu'on leur mettait aussi, avec notre enthousiasme un peu inconscient de on va y arriver, on va le faire. Et je pense que ça devait être assez intéressant pour eux. Et c'est vrai qu'on leur a forcé un peu la main. Hein. Je pense que on leur a vraiment forcé la main. D'ailleurs, maintenant, ils nous le disent parce qu'ils ont
a priori, les médecins n'aiment pas faire des greffes de reins quand on a un myélome qui est un truc qui est récidive, quoi. Et là, bon... Et puis, il y a aussi un autre facteur, c'est que depuis le temps, on avait quand même vieilli. Et donc, est-ce qu'il fallait qu'ils attendent 3 ans après la rémission pour faire la greffe de rein? Et finalement, comme disait le professeur Rondeau qui a dit ça, on tasse les délais. Oui, on tasse les délais. On tasse les délais. Oui, ça, c'était génial, on a adoré ça. Et donc, nous, on était d'accord pour tasser, les délais et pas attendre plus longtemps, quoi. On était pressés. Et l'une des spécificités de votre greffe, c'est aussi pour ça que c'était exaltant pour les équipes médicales, c'est que, étant donné que vous avez le même patrimoine génétique, il n'y a pas de médicaments anti-rejet, chose qu'on est censé faire à chaque fois qu'il y a une greffe pour éviter que le receveur rejette le greffon de l'autre en le considérant comme étranger à lui-même. Et c'est aussi ça la particularité. Vous ne prenez pas d'anti-rejet. Aucun. J'ai un traitement pour mon myélome, un traitement de soutien, puisque depuis 2019, la date de la dernière allogreffe, greffe syngénique en l'occurrence, puisque le myélome, il ne bouge plus pour l'instant. Alors évidemment, le myélome, on ne parle jamais de guérison. On parle de rémission, mais pas de guérison pour l'instant. Ça viendra, mais pas pour l'instant. Et le rein, il est tranquille chez lui. Bien. J'en ai 3, il marche bien. Le troisième, il est planté là, devant. Pas dire, j'ai mal au rein. Mais franchement, il fait le taf, quoi. Il n'y a aucun problème. Et jamais je pense au rejet, parce que je sais qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait un rejet, puisqu'on a le même ADN. Il est garanti 30 ans. Oui, ça va, t'as de la marge. Ouais. C'est bon. Quoique maintenant, on vit vieux. Hein. Et juste pour revenir sur la greffe de rein en elle-même, elle a été décalée 4 fois, dont une fois où votre sœur a même été endormie au bloc. Ça, c'est parce qu'ils se sont rendus compte que j'avais plus assez de plaquettes pour... Trop tard. Trop tard. J'étais déjà endormie. C'était chaud, là. Ouais. Et c'est la première fois que je t'ai vu craquer, d'ailleurs. Je me souviens quand... Ah oui, attends, j'étais prête à être... toi, t'étais déjà endormie. Oui. Moi, j'attendais tranquillement avec le déguisement du Schtroumpf bleu, donc. Et je vois le professeur Barrault arriver. Le chirurgien. Et donc, il m'annonce que la greffe ne se fera pas parce que j'ai pas assez de plaquettes. Et que dans ces cas-là, on peut risquer une hémorragie. L'hémorragie. Oui. On s'entend, les mots m'échappent. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, quand il m'a dit ça, que je lui ai dit vous savez comment on vous appelle avec ma sœur? On vous appelle le docteur Bad News. Il a dit je comprends. Et j'accepte. J'assume. Mais oui, ça a été... C'était assez fatigant parce que au début, on annonçait à tout le monde que la greffe avait lieu. Donc, on était prête pour le truc. Et puis, à chaque fois, c'était la déception de tout le monde, surtout notre environnement proche, les enfants et tout. Ils étaient en apnée à chaque fois. Et quand ça vous arrive 4 fois... C'est compliqué. C'est compliqué à gérer. C'est vrai. Et donc, on ne parlait plus du tout. On ne disait plus les dates, juste à nos enfants, mais on ne disait plus les dates. Et on se disait, on va pas y arriver, quoi. Ça va être... Ça a commencé en février 2021 et ça a été fait le 30 juin 2021. Donc, on a eu le temps de repérer les lieux. Les remous. C'était les remous. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir une dette envers votre sœur? Alors,
Oui, moins qu'avant, parce que vraiment, quand même juste avant la greffe, j'étais déjà fondue de reconnaissance. Après, ça s'est pas arrangé, donc je passais mon temps à lui faire des cadeaux, des trucs. Enfin, je trouvais pas de quelque chose qui corresponde à la reconnaissance que j'avais pour ce cadeau incroyable que j'avais reçu. Et donc, voilà, j'ai fini par lui peindre un tableau, parce que j'avais entendu, elle avait dit une fois que je faisais des tableaux pour tout le monde, je fais un peu de peinture comme ça, mais qu'elle n'en avait pas chez elle. Et ça m'était revenu, je ne sais pas pourquoi. Et donc, voilà, je lui ai peint un tableau qui est dans sa chambre. Et bon, voilà, c'était... Moi, j'avais pas envie qu'on me remercie. Je me sentais pas héroïque. J'avais pas fait quelque chose. J'avais vécu une aventure, mais j'avais pas fait quelque chose de très très grand, de très extraordinaire. Et donc, j'avais pas envie qu'on me remercie. En fait, je crois que j'avais envie qu'on me fiche la paix. J'avais atteint le but et je voulais souffler, quoi. Je voulais souffler. Et j'ai soufflé. J'ai pris le temps de souffler, ouais. Ça a été long. Oui, ça a été long. Je me suis retrouvée tout d'un coup sans projet. Mon projet, je venais de l'atteindre, et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de ma vie maintenant ? Et bon, j'avais quand même de quoi m'occuper, mais tout d'un coup, rien n'était aussi puissant que ce projet. Et donc, il a fallu que je retrouve un peu mes esprits, et que, d'ailleurs, ça m'a pris du temps quand même. Je voulais plus qu'on me parle de médical. Ouais. On avait commencé pas mal à rédiger le livre. Je voulais plus qu'on m'en parle. Il m'a fallu au moins 6 mois pour vraiment de parenthèse, de respiration, pour pouvoir commencer à réfléchir à tout ça. Pourquoi vous avez voulu écrire ce livre ? En réalité, tous les messages que j'envoyais par mail à tout le monde relataient quasiment l'histoire de tous ces rendez-vous, des hauts, des bas, des entretiens avec les médecins. Et une fois, on part en vacances ensemble. J'avais tout imprimé parce que elle les avait pas lus, tous ces échanges. Non, tu pouvais pas les lire, tu étais occupé à autre chose, donc tu pouvais pas lire tout ça. Et donc j'avais tout recopié, tout imprimé, et je lui donne le manuscrit, enfin tout le compte rendu à lire. Et il y a quand même des moments qui sont assez rigolos, parce que on a de l'humour, donc pour que la pilule soit moins amère, c'est vrai que parfois je l'enrobais de pas mal de dérision et de remarques rigolotes. On a enlevé beaucoup de trucs parce on n'a pas tout raconté. Non, on n'a pas tout raconté. Il y a des choses qu'on pouvait pas, quand même. C'est les couvertures auxquelles vous avez échappé. C'est ça. Il y en a quelques-unes qui sont. On les a encore d'ailleurs, mais. Oui. C'est vrai. D'accord. Il faut. En tout cas, c'est très réussi. Merci. Merci. Non, le but, c'était quand même non seulement de raconter ça, mais de partager l'expérience de l'hôpital, du Covid, de la relation avec les médecins, des traitements, la manière de s'informer, des plateformes d'échange dédiées soit au myélome, soit au rein. Enfin, il y avait quand même beaucoup de choses à dire, et on voulait que ça serve, quoi. Donc, si on atteint ce but, ça va. J'ai une dernière question. Quel regard vous portez sur le système de santé en France ? Compliqué, très compliqué. Il était déjà pas très en forme il y a 11 ans, quand je suis tombée malade en 2014. Donc, sur le plan
de l'organisation, la manière dont sont traités les soignants, les infirmières, tout ça. Et la vétusté des lieux, enfin bon, non, c'est vrai que c'est pas un hôpital très moderne, même s'il y a des parties qui sont plus modernes. Le système de santé vu par les médecins, enfin la manière dont on est soigné, en revanche, elle est juste incroyable. Quand on arrive avec un truc, on ne sait pas ce qu'on a, personne ne nous connaît et tout de suite on s'occupe de vous, on vous fait les examens. Enfin bon, j'ai trouvé ça, chance, c'est un luxe incroyable. Je serais jamais blasée de ça, de la manière dont on s'est occupé de moi, dont on m'a dirigée tout au long de ma maladie, de mes maladies. La manière dont on m'a fait profiter non seulement des compétences, mais des avancées technologiques, c'est quelque chose. Et tout ça, enfin, moi je suis en ALD, c'est-à-dire en affection longue durée. Ça veut dire que je paye rien. Le malade est mieux traité que le médecin, en fait. Ah ben complètement. En gros. Et encore que les infirmières, et tout que ça, le personnel soignant. Ouais. De temps en temps, c'est. Et puis les ambulances, tout ça. Enfin, tout ce que j'ai découvert, j'y ai vu. Alors pour moi, évidemment, un bénéfice énorme, évidemment, mais quel boulot, quelle difficulté, faut se battre tout le temps. Les infirmières sont indispensables et elles ne sont tellement pas reconnues dans leur profession. Enfin bon, ouais, c'est compliqué. C'est très compliqué. Et vous, Catherine, qu'est-ce que vous pourriez rajouter ? Ce que je peux rajouter, c'est que moi, j'ai trouvé incroyable qu'on arrive à faire cette intervention, tous les examens que j'ai passés, tout les avancées techniques, la disponibilité des médecins, des soignants, des infirmières, etc., pour finalement, on va pas dire quelque chose de confort, mais quand même pour sauver ta vie. Ben oui. Et j'ai trouvé que c'était incroyable, hein. Même si en tant que donneur, en tant que donneuse vivante, j'ai trouvé que on nous oubliait un petit peu une fois qu'on avait donné, et il y a peut-être aussi quelque chose à faire. Pas pour moi personnellement, mais pour la promotion du don d'organes, veiller à ce que les gens qui sont susceptibles de donner soient rassurés sur l'après-don. Comment ça va se passer ? Est-ce qu'il y aura quelqu'un ? Est-ce qu'on va s'occuper d'eux ? Est-ce qu'on va les écouter ? Est-ce qu'ils ont la possibilité de rencontrer un psy ? Quelles seront la régularité de la surveillance ? Je pense que si on veut promouvoir encore plus le don, ce qui est quand même super important, il faut qu'il y ait un protocole avant le don et après le don pour les donneurs vivants, pour les rassurer en fait. Très beau message. Si vous souhaitez en savoir plus et lire le livre, le bouquin est disponible soit en commande sur Internet, soit en librairie. Il s'appelle 2 reines pour un rein. C'est les éditions Véronne. Je pense que vous allez apprendre beaucoup de choses complémentaires à notre interview, à notre entretien, et vous ne serez pas déçus. Je vous remercie pour votre fidélité. Vous pouvez retrouver l'épisode sur YouTube en vidéo ou bien l'écouter tout simplement sur les plateformes de podcast habituelles. Je vous dis à très bientôt.